Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 133e site rep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour aux chers internautes et bonjour à tout le monde. Merci pour votre fidélité. Et donc on va commencer sans transition en parlant de la région. Et tout d'abord du conflit en Palestine, puisque Israël a ce matin même bombardé Gaza, mais ça fait suite déjà à une escalade de violence dont tu vas nous parler, si tu veux bien. Alors en fait, ce qu'il faut, c'est savoir un petit peu le contexte. Il y a une escalade de la part des Israéliens au niveau des violences par rapport à tous les Palestiniens. Ils ont tué la semaine dernière, rien que la semaine dernière, ou dans la quinzaine, au moins une dizaine de jeunes, mais des jeunes dont les âges sont entre 16 ans et 25 ans, aussi bien dans les villes de Jenin, de Tolkaram, de Naplouse, de Jérusalem, et puis donc partout. Les Israéliens tirent à bout portant sur tout ce qui bouge. Face à cela, effectivement, la résistance palestinienne augmente est de plus en plus déterminée, même au niveau de l'ensemble des jeunes, sur lesquels pariaient, je dirais, les Israéliens en disant c'est la jeunesse qui est née sous l'occupation, donc ils ne sont pas nécessairement des militants, et c'est des jeunes, parfois des jeunes de 48, des jeunes de 48, des territoires occupés en 48 et des territoires occupés en 67. Donc ils pensent que les parents vont mourir, sont morts, et que les enfants vont oublier. Or, il s'avère que cette jeunesse est déterminée. Je voudrais rappeler un peu les cas héroïques de Ouday Tamimi, et puis de Nabulsi, Ibrahim Nabulsi, etc., qui sont des enfants des jeunes qui ont 22, 23 ans, ou 20 ans, ou 18 ans, et qui tirent sur les Israéliens, sur l'armée. En fait, ils ne tirent pas sur les civils comme font les Israéliens. Ils tirent sur l'armée, ils tirent sur les checkers, les machins, Checkpoints. les checkpoints, voilà, les checking, les checkpoints. Et puis voilà, donc effectivement, et ce qui rend les Israéliens fous, et du coup ils s'attaquent à tout ce qui bouge. Et là aujourd'hui, ils ont bombardé. Hier, en fait, ils ont bombardé Gaza, la brigade 13, en fait, de la résistance palestinienne. Et là-dessus, derrière, donc, Gaza a lancé une salve de missiles contre les villages des colons. Et il faut savoir quand même que cette escalade de violence, elle date d'un certain temps, depuis qu'ils essayent aussi les villes de Naplouse, Tolkaram et Jérusalem ont été bouclées pendant les fêtes religieuses juives. Elles ont été bouclées pendant les élections. Le discours de tous les partis politiques israéliens ont porté de plus en plus de violence et de propos, je dirais, génocidaires par rapport aux Palestiniens, ce qui a fait d'ailleurs que l'équipe Netanyahou a gagné les élections, et que c'est le fascisme le plus absolu qui gagne les élections, et l'extrémisme le plus noir qui va régner dans cet État fantoche. J'en profite pour rappeler il avait dit pendant la campagne que s'il était Premier ministre à nouveau,
il dénoncerait les accords qui ont été menés par les États-Unis entre d'un côté le Liban et de l'autre Israël sur le puits de Karish. Exactement. Sur les puits, d'ailleurs, l'ensemble des blocs de pétrole et de gaz, hein, qu'il dénoncerait ces accords et que ces accords ont été une victoire de Hezbollah sur le pouvoir de Yair Lapid. Voilà, nous sommes au premier jour là du règne, donc il va falloir qu'il forme son gouvernement. On ne sait pas s'il va réussir à le former, l'avenir nous en parlera. Mais en fait, là, effectivement, dernière nouvelle, les sirènes retentissent dans les villes, dans les villages qui sont autour de Gaza, des villages de colons. Mhm. Alors, on va parler du sommet arabe à Alger qui s'est tenu récemment. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait Alors, pas eu lieu. Et justement, effectivement, alors, puisque dans la pardon, déclaration vas-y. finale, je veux pas tout spoiler, comme on dit, comme disent les jeunes. Je ne veux pas Mm, gâcher mm, le plaisir de découvrir. Mais c'est vrai mm. que la question palestinienne, c'est un petit peu la question qui faisait le consensus Le centre. Ouais. au sein de la Oui, Ligue oui, arabe. tout à fait. Au centre du débat de ce sommet. Alors, ce sommet arabe à Alger a été longuement préparé par le président Tebboune, qui a rencontré en fait l'ensemble des pays et des dirigeants arabes. Justement, les questions clés étaient deux questions, je dirais, importantes. D'abord, c'est le sigle de cette rencontre a été que d'abord, il est important, c'est l'unité, en fait, reprendre, réunir l'ensemble des pays arabes et la boussole étant la Palestine et la libération de la Palestine. Alors Donc, les conflits au Yémen, en Libye et en Syrie ont été spécifiquement évoqués, ils, comme euh, il y a une nécessité d'y mettre fin en tout cas. ah, tout à fait, ils ont été évoqués, une nécessité d'y mettre fin. Alors, selon les pays, il y a certains qui ont participé au niveau le plus haut, au niveau de l'ensemble du président. Par exemple, c'est le cas de la Tunisie. Le président Kais Saïed a participé lui-même personnellement, et d'autres pays, c'était les ministres des Affaires étrangères. Mohammed Ben Salman était absent. La Syrie n'a pas participé pour ne pas créer justement de discorde. De toute façon, la Syrie, il est important ce qui a été affirmé, je dirais, c'est qu'il était important que la Syrie retourne effectivement à son grand siège de fondateur, de pays fondateur de la Ligue arabe, et que ensemble, en fait, que ces décisions de geler pas la candidature, la Syrie, soit annulée. Donc, ça, c'est un point important. L'ensemble des pays ont affirmé effectivement que c'était important maintenant d'en finir avec le terrorisme, qu'il était important d'en finir aussi avec les discordes, et qu'il est important aujourd'hui de faire un travail sur le plan lentement mais sûrement sur le plan économique, sur la complémentarité, la question de l'importance en fait de l'autonomie au niveau de la nourriture et l'autosuffisance était aussi mise en avant. Donc une certaine volonté de coopérer avec les uns avec les autres économiquement. Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, bon, l'ensemble de l'atmosphère était peut-être positive, hein, et dans le contexte mondial actuel, je dirais, c'est quelque chose de très important de voir aussi que
l'Arabie saoudite n'a pas assisté. En fait, l'Arabie saoudite, si, elle a assisté, mais au niveau de son ministre des Affaires étrangères, donc Mohammed Ben Salman n'a pas assisté. Mais en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi dans le cadre des agressions qui se multiplient en fait contre les différents peuples de la part et dans un cadre d'une pré-guerre, si on peut dire, les États-Unis et les pays de l'OTAN qui mettent des sanctions sur tout le monde, qui exigent des positions politiques, etc., des différents pays, bon, ben, on voit qu'il y a au niveau de l'ensemble des pays arabes une certaine, à différents niveaux bien entendu, mais une certaine volonté de s'opposer à cet hégémonisme. C'est dans ce cadre-là qu'on a vu, par exemple, le rejet de l'Arabie saoudite, en fait, de la demande expresse des Américains d'augmenter de pomper encore plus de pétrole et donc ils ont répondu négatif, qu'au niveau des autres pays aussi, comme l'Algérie, que la France qui a demandé effectivement à ce qu'il y ait une fourniture de gaz à la France, etc., et elle a répondu négatif. Donc on voit qu'il y a une grande velléité d'indépendance en fait à ce niveau-là et une volonté de s'appuyer sur les nouveaux pôles qui se mettent en place, qui sont la Russie, la Chine, l'Iran, pour certains pays arabes et pas pour d'autres. L'Iran, pour la Syrie, est un allié stratégique, bien entendu, et très important, qui d'ailleurs, on voit aujourd'hui, a souffert des derniers temps d'une tentative de déstabilisation exactement sur le même schéma dont a souffert la Syrie, c'est-à-dire des terroristes qui ont fait exploser qui ont fait exploser des plastiques en fait dans un grand lieu saint où il y avait des visites importantes en fait. Il y a eu 15 morts, des dizaines de blessés. Il y a eu aussi des terroristes qui ont été dépêchés dans plusieurs régions de l'Iran, créant aussi des problèmes et tirant sur la population, etc. Je voudrais dire quand même dernièrement, l'Iran a dévoilé et a montré preuve en main, en fait, que c'était l'œuvre des sionistes du Mossad et du MI6 anglais, britannique et des Américains qui visaient à déstabiliser le pays. Et en fait, très rapidement, donc, la situation a été reprise en main. Suite à ce quoi, il y a Donc ça, eu une journée. c'était des reportages notamment diffusés sur Al Mayadeen qui ont montré. Exactement, pendant 2 jours, il y a eu trois sessions, effectivement, où on lève le voile, en fait, sur ces attentats et sur ces troubles qui ont été fomentés, parce qu'ils ont arrêté, en fait, l'ensemble du réseau. Ils ont arrêté plusieurs personnes et qui ont parlé, qui ont raconté et qui ont parlé effectivement devant les caméras de la télévision, comment ils ont été utilisés et engagés, etc. Donc Alors, là-dessus, derrière, il y a eu donc une journée, c'était la journée de jeudi hier, la journée de lutte contre l'hégémonisme mondial qui a réuni des millions de personnes et dans laquelle le Ayatollah Khamenei a parlé. Il a parlé effectivement de tous les crimes des Américains et des Américains de l'OTAN, etc., de leurs crimes à déstabiliser l'Iran, la Syrie, l'Afghanistan, l'ensemble de la région, tous les pays de la région, l'Irak.
Et l'Irak, non, il n'a pas parlé de l'Irak, mais en fait, peut-être que moi, je ne l'ai pas vu, effectivement. D'accord. Et puis du Pakistan. Mais en fait, il est important de voir, et il a affirmé en fait cette volonté de lutter contre cet hégémonisme en disant l'Iran sera, ça fait 43 ans que l'Iran est souverain et indépendant, il ne redeviendra pas du tout votre valet comme c'était le cas pendant le Shah, pendant le règne du Shah. Mhm. Donc, il a bien aussi évoqué le grand crime qui était l'assassinat de Qasem Soleimani et de Abu Mahdi al-Mohandes. Il a évoqué les différents crimes d'assassinat aussi des chercheurs et des grands scientifiques iraniens. Et donc, voilà, affirmant toujours le soutien dans la lutte contre le terrorisme et puis la volonté du peuple iranien de continuer à se construire, à continuer à évoluer sur le plan scientifique, à continuer aussi à évoluer sur le plan des moyens dont il dispose, et puis donc à continuer à être souverain et indépendant. D'ailleurs, j'en profite pour dire que N'en l'Iran, déplaise aux j- Américains. j'en profite pour dire que l'Iran est accusé de vendre en fait des drones à la Russie. Donc c'est une Par information qui est, l'Ukraine. Ouais. euh, euh, pardon? Par l'Ukraine. Elle est accusée par l'Ukraine, Oui, par notamment Zelensky. par les Ouais, médias occidentaux aussi. ouais, Et, aussi. et cette information est plausible dans le sens où l'Iran en fait a une bonne industrie de l'armement, une industrie d'armement Euh, performante. L'Iran a énormément progressé malgré l'embargo, malgré les sanctions américaines qui veulent empêcher effectivement que l'Iran ne progresse aussi bien sur le plan économique que sur le plan du matériel et puis de l'armement et sur le plan scientifique. Mais malgré tout, les scientifiques iraniens s'appuient sur leurs propres forces et puis ils ont effectivement beaucoup avancé, aussi bien au niveau on l'a vu au niveau du nucléaire civil et qu'au niveau des armes, des armements, donc des Notamment missiles et les puis missiles et puis les des drones, drones, notamment. etc. Ok. On a vu aussi que l'avion furtif américain qui était la fierté des États-Unis a été aussi descendu C'était par les Iraniens. les Iraniens. C'était un. C'est l'année dernière, Oui. Ah, effectivement, a été descendu, mais sans lui tirer dessus. D'ailleurs, il a été repris au niveau des cybernétiques, on peut dire, au niveau. Et donc, ils ont bien sûr bien étudié ce qu'il y avait dedans. Et puis, c'est ce qui montre que les États-Unis n'iront pas, en fait, faire la guerre aux Iraniens. mhm. Donc, voilà. Alors au Euh, Liban, j'aimerais qu'on parle maintenant du Liban, puisqu'il y a quand même la fin d'un cycle, c'est la fin du mandat de Michel Aoun, le président libanais, qui traditionnellement, si j'ai bien compris, le système politique libanais était chrétien, contrairement au chef de l'Assemblée nationale. Enfin, il y a un partage de pouvoir entre trois confessions, oui, oui, ça c'est historiquement. la constitution de l'Taïf, en fait, qui partage comme ça. Et puis d'un côté, et puis de l'autre côté, cette constitution aussi, Taïf, c'est les années 90, en fait, qui a fini la guerre civile, en fait, qui a été faite effectivement avec l'Arabie saoudite, les États-Unis et la France, et voilà. Et le Et gouvernement la Syrie Mikati aussi a donné aussi. et le gouvernement Mikati a donné sa démission. Alors, le gouvernement Mikati, il avait donné sa démission avant. Il y a Le longtemps, c'est vrai. président Aoun Elle avait refusé à l'époque. a accepté Et maintenant, il a accepté. cette démission
puisque bon, Miqat, il avait passé beaucoup de temps sans former le gouvernement qu'il faut. Donc, et puis le président Aoun, en terminant son mandat, et d'ailleurs, il a été accompagné avec comment dire, beaucoup de gens qui le soutenaient, etc. Une très grande manifestation de soutien. Il a été accompagné du palais présidentiel à sa demeure personnelle. Et puis voilà, bon, donc avec beaucoup d'honneur. Euh, Ça, c'est une très bonne chose. Bien sûr, alors comme on sait, c'est le cas du Liban. Il y a aussi des gens qui vocifèrent contre tout le monde, là aussi. Mais bon, actuellement, on se retrouve donc devant un vide au Liban. Alors, un vide présidentiel, un vide au niveau du gouvernement. L'interprétation de la Constitution pose débat. C'est-à-dire, il y a une interprétation qui dit que le gouvernement, même de transition que dirige Mikati, il peut assumer les tâches du président, et d'autres disent non, il ne peut pas assumer les tâches du président, il va falloir quand même très rapidement qu'il forme un gouvernement. Donc, il va y avoir le Parlement qui va se réunir aussi dans l'espoir d'élire un président. Voilà. On va parler maintenant de cette résolution de l'ONU dont tu m'as parlé Euh, à propos du nucléaire. à propos d'Israël, oui, Voilà. effectivement. Alors, l'AG de l'ONU, d'ailleurs, très peu de personnes en ont parlé et ont donné écho. Alors, pour moi, c'est très important. Cette AG de l'ONU qui a décidé que l'État fantoche d'Israël, enfin l'État d'Israël, doit aussi réduire doit, Son comment arsenal dire, nucléaire. pas seulement son arsenal nucléaire, doit se mettre dans l'organisation qui limite les armes de destruction massive, hein, d'une part, et qui doit se mettre sous le contrôle de l'AIEA, en fait, donc de l'agence internationale pour l'énergie atomique, en fait, hein, et pour la limitation donc de l'énergie atomique, et que il va falloir en fait qu'ils suivent les règles de la région. C'est la seule possibilité de stabilité dans la région. Donc cette résolution de l'AG de l'ONU est très importante pour moi. Et ça fait, par exemple, la Syrie, ça fait des années que la Syrie, depuis le président Hafez al-Assad, que la Syrie demande à ce que la région du Moyen-Orient soit une région démunie de toutes les armes nucléaires et de destruction massive. Mhm. Donc voilà. Ok. De là, on peut passer à un autre Oui, on organe. va passer à des sujets plus internationaux, et notamment le congrès de Valdai, qui a été Ouais. organisé par la Russie, avec un discours important de Poutine. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement. Alors, c'est un discours qui est très intéressant et très important du président Poutine. J'invite tout le monde à le lire, en fait, dans le détail, parce que c'est vraiment quelque chose de... On ne peut pas parler de tout en détail dans cette... mais les points clés, je dirais, de cette intervention, en fait, il dévoile ou il dénonce pratiquement toutes les pratiques de l'Occident qui rejettent les autres et tout ce qui ne leur ressemble pas et qui ne veut pas adopter leur point de vue passe pour être ennemi. Et en fait, cette idéologie de l'Occident qui est de rejeter l'autre et puis carrément refuser même sa civilisation, son histoire et ses pratiques, ses traditions, etc., pour imposer les leurs. Et ils ont un sens, par exemple, une vision de la littérature et de la démocratie, etc., qui est la leur, mais qu'ils veulent imposer au monde entier, rien que pour des objectifs mercantiles.
En fait, tout ça, ça leur retombe dessus et ça fait que ça limite toute progression dans le monde et que c'est ça qui attise les conflits, puisque si vous n'êtes pas comme nous, vous êtes contre nous, en fait. Ça, c'est un point qui est très, très intéressant, très important. Il revient aussi sur les histoires sur la guerre, etc. Et là, il affirme que la Russie ne veut pas la guerre, elle veut au contraire le bien-être, que le bien-être continue dans le monde. C'est la raison pour laquelle la Russie signe des accords avec les amis, mais pour les faire évoluer et pour faire aider à leur infrastructure à évoluer, etc., pour que tout le monde puisse manger à sa faim, que puisse profiter d'une vie correcte, humaine, et pas du tout dans la logique du pillage et de démunir les uns pour avoir plus de biens chez soi. À ce propos, d'ailleurs, là, il réaffirme que la Russie est prête à donner, à livrer les céréales gratuitement, que la crise des céréales a été provoquée par les tirs de l'Ukraine contre le port de Sébastopol et que en fait, aujourd'hui, qu'ils ont repris, c'était parce que justement, l'Ukraine a tiré sur les lieux de passage justement des céréales, qui étaient des lieux de passage civils, disons. Et elle a tiré là-dessus. Donc maintenant, les choses ont été rétablies, les règles du jeu ont été rétablies. Donc la Russie reprend effectivement l'exportation des céréales, mais qu'elle est prête aussi à exporter des céréales vers les pays pauvres gratuitement, alors que en fait les céréales qui passaient en Occident, elles restaient dans les pays riches occidentaux et rien ne partait vers les pays pauvres. Donc là, c'était très important. Là, il affirme vouloir donner gratuitement aux pays pauvres les céréales à concours de 500 000 tonnes par pays. Donc c'est quelque chose de très très important aussi au niveau de la vision de la Russie, de sa vision du monde et des relations internationales, qui tranche énormément avec la vision des Américains. Bien donc justement je voulais aborder le point des céréales, donc ça c'est fait. On, on peut aborder donc la guerre entre la Russie et l'Ukraine, donc qui dure depuis 8 mois maintenant, Mm. qui a gagné en intensité puisque maintenant il y a pas mal de bombardements. Tu as évoqué l'Ukraine qui bombardait Sébastopol, mais on voit aussi donc les bombardements russes sur les infrastructures ukrainiennes, notamment sur l'électricité, etc. Voilà, on est dans une phase de la guerre où on a l'impression que la guerre s'enlise, les combats perdurent, et qu'il n'y a pas, mis à part que la Russie a atteint peut-être ses objectifs en termes militaires de conquérir 4 régions, enfin conquérir, de protéger, on va dire. Ça dépend du point de vue. Mais que la guerre n'est pas finie, elle est loin d'être finie. Effectivement, la guerre n'est pas finie. La guerre, d'abord, je me permets de corriger, pour moi, cette guerre n'est pas entre l'Ukraine et la Russie, mais c'est plutôt les États-Unis et l'OTAN contre la Russie, en utilisant l'Ukraine, d'une part. Et donc, quand on voit l'ensemble de l'arsenal militaire qui est donné aussi bien par l'Union européenne que par les Américains et à l'Ukraine, aux pouvoirs zélenski, en fait, exactement, on voit qu'il y a une volonté de faire durer plutôt cette guerre, une volonté de l'Occident, en fait, qui se bat contre la Russie, mais avec le sang des Ukrainiens. Et en plus, en fait, toutes les sanctions qu'ils ont mises sur la Russie qui tournent contre
complètement contre l'Union européenne, contre les peuples européens. Par exemple, arrêter de prendre le gaz et arrêter d'acheter le gaz et le pétrole à la Russie. On voit très bien que les sociétés européennes sont les sociétés, les peuples européens en pâtissent et que aujourd'hui, même déjà en Grande-Bretagne, c'est une catastrophe au niveau à la fois de l'augmentation de l'inflation, de l'augmentation des prix, au niveau de la rareté des denrées. Donc les queues s'allongent aux stations d'essence, les céréales augmentent double, triple leur prix. Donc la situation, et d'ailleurs on constate qu'il y a des manifestations partout dans les pays européens, car l'hiver est là et les gens ont froid. Et on voit très clairement que les Américains se battent aussi avec le sang des Européens contre la Russie, puisque les Américains proposent une alternative effectivement aux Européens, qui est de leur vendre le gaz de schiste et leur pétrole à 4 ou 5 fois le prix auquel ils achetaient à la Russie. Donc, en fait, c'est une manière de casser complètement toute autonomie et toute l'économie aussi européenne de l'ensemble des pays européens. Ils sont plus ou moins d'ailleurs touchés. On voit que l'Allemagne est très touchée, la Finlande aussi, ils avaient une grande part des produits russes dans leur économie. Et alors, la France un peu moins, elle est touchée quand même à 70%. Et les différents pays commencent à taper dans leurs réserves et que c'est très grave parce que cette réserve aussi, elle continue, elle peut servir pendant quelques jours, mais pas plus, et que plus ou moins, donc là en France, c'est pour quelque chose comme 80 jours, alors que l'Angleterre, c'est pour quelque chose comme une cinquantaine ou une trentaine de jours. Donc, en fait, c'est très grave quand les États commencent à taper dans leurs réserves et l'ensemble de l'État ou l'ensemble de la population rentre dans une précarité incroyable. Donc, voilà. Ça, c'est un point qui est important et qu'il faut voir. D'ailleurs, Poutine affirme qu'il est toujours prêt aussi à honorer les contrats qu'il a passés, ces contrats de long terme avec les différents pays européens, et à condition qu'ils payent en roubles, effectivement, Alors, les achats. c'est ça qui est étonnant, hein. Je disais hier que donc par rapport à la station spatiale internationale, Mm, la Russie a annoncé qu'ils se retireraient mais en 2024, donc ça veut dire que d'ici là 2022, 2023, bah, ils continuent la coopération internationale sur la station internationale. Et ils viennent de livrer, dans le cadre du réacteur EPR, je crois, un aimant, un super réacteur, quoi, enfin un élément mm, essentiel du super réacteur, un énorme aimant qu'ils ont mm. mis 10 ans à fabriquer. Et donc voilà, il continue à y avoir des échanges en fait. Honorer leurs accords, oui, effectivement. Alors là-dessus, je voudrais ajouter deux faits. Que de toute façon, la Russie a des preuves et montre clairement que ceux qui ont fait exploser le Nord Stream 1 et 2, c'était bien l'Angleterre, en fait, le MI6. Et ça d'une part, et que d'autre part, en même temps, Poutine aide la Turquie à devenir un centre de distribution de gaz et d'essence pour pouvoir alimenter les pays qui le veulent, en fait, à partir de la Turquie, mais avec le gaz russe et le pétrole russe. Ça, c'est quelque chose de très, très important. En fait, il donne une alternative à ces pays qui effectivement baissent la tête devant le diktat américain
à pouvoir trouver une solution qui permet de protéger leur population d'un grand froid cet hiver. Mhm. Pour revenir à ce que tu disais juste avant par rapport à la Grande-Bretagne et le sabotage de Nord Stream 2, il y a notamment l'histoire du téléphone Mm. de Liz Truss qui était là, donc brièvement première ministre de Grande-Bretagne. Son règne n'aura pas duré longtemps. Exact. Et Mm. donc c'était son téléphone qui était apparemment surveillé par les services secrets russes depuis l'époque d'avant, pendant Boris Johnson, où il était Mm. ministre des Affaires étrangères, si je ne me trompe pas. Voilà, et c'était 1 minute après l'explosion où elle disait effectivement, It's done. euh, c'est c'est fait, Ouais, it's done en anglais. it's done, c'est fait. Voilà, Euh, effectivement. Ok, on va parler maintenant de l'élection de Lula au Brésil, si tu veux bien. Ah oui, c'est une situation en fait aussi. Alors on peut dire que nous saluons là que les Américains ont voulu vraiment tuer politiquement, qui a passé 3 ans en prison pour des accusations complètement fausses, fallacieuses, etc. de corruption. Le fils du peuple est revenu à la présidence et en fait là c'est vraiment quelque chose de très important pour l'ensemble des pays de l'Amérique latine. Il revient au BRICS aussi. En fait, je pense que le BRICS n'a pas, et le Brésil n'a jamais quitté le BRICS, même avec Bolsonaro. Mais en fait, là, c'est quelque chose de très important, puisque aussi les relations reprennent avec les autres pays de l'Amérique latine, comme le Venezuela, et c'est très important. Mhm. Donc voilà, donc Et- il y a un changement, je dirais, qui s'opère doucement mais sûrement mhm. dans le monde entier, dans des situations de refus de cet hégémonisme. Je voudrais dire quand même que malgré l'interventionnisme américain systématique, comme d'ailleurs c'était le cas aussi au Pakistan pour créer des troubles. Il y a eu une tentative d'assassinat du Premier ministre sortant, Imran Khan, hier, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup de popularité, énormément de poids, et qui, quand il était Premier ministre, a passé des accords avec la Chine pour la construction du pays et pour beaucoup de choses, mais les Américains lui en veulent et ils ont demandé effectivement à ce qu'il retire ces accords. Et ben, quand il a refusé aussi, bon, ben, ça a été des grands troubles au sein du pays qui ont demandé, ils ont été, qui ont demandé à ce qu'il soit, enfin, qui se sont soldés par le fait qu'il ait quitté le pouvoir et qui a été ramené au pouvoir pratiquement par des manifestations de millions de personnes. Là aussi, ses adversaires bon, fomentent les troubles contre lui. Et donc, ils ont voulu l'arrêter pour aussi, encore une fois, les mêmes accusations de corruption, les mêmes accusations qui avaient porté contre Lula Lula, oui, et qui l'ont j'allais mis dire. en prison. Bon, comme ça n'a pas marché et que la population, le peuple l'apprécie beaucoup et le soutient énormément, bon, ben là, c'est une tentative d'assassinat. En fait, c'est un attentat et qui a échoué. Et Hier. donc, aujourd'hui, hier, absolument. Et donc, il est blessé au pied par une balle. Et Et je voilà, rappelle bon. que c'est lui qui avait dit quand les États-Unis avaient exigé que le Pakistan prenne des sanctions contre la Russie, c'est lui qui avait dit nous ne sommes pas vos esclaves aux États-Unis. Exactement, tout à fait. Ce qui n'a pas dû plaire Tout à beaucoup fait. là-bas. Donc, voilà. Alors aux Alors, États-Unis d'ailleurs, point justement, où il y important a. aussi, l'Iran fait partie des BRICS aujourd'hui. Donc, ça, c'est aussi un point important. Mhm. Et je crois que l'Arabie saoudite a demandé son accès aux BRICS. Ok. Alors, Ça, c'est puisqu'on parle important. d'attentats, il y a eu effectivement également le mari de Pelosi. Pelosi, dont on se souvient, c'était l'américaine qui avait Hmm. été rendre visite à Taïwan, Nancy Pelosi, Nancy. elle est présidente du Sénat.
La région de du, Haut-Plateau, tout à fait. ouais, Et donc c'est ça. et c'est son mari qui s'est fait agresser. Et ça va nous amener à parler aussi dans un second temps des élections de midterms aux USA Oui, qui ont lieu le 8 novembre. Alors, est-ce que tu le peux 8 novembre, donc nous en parler? effectivement, on attend avec impatience. En fait, je crois que Trump se mobilise et a mobilisé énormément de monde aussi pour ces élections de mi-terme, en fait, pour que les républicains puissent reprendre la majorité au Sénat à ce moment-là. Donc, on pense que bon, c'est quand même un point important, je dirais, dans l'économie, dans la politique américaine et dans la rivalité des républicains et des démocrates. Et est-ce qu'on peut dire que Trump serait un moindre mal par rapport à Biden? En fait, Trump invite à ce qu'on arrête cette guerre entre la Russie et l'Ukraine et invite à ce qu'il y ait un dialogue avec la Russie et que on en reste là. Voilà. Ça, c'est une position importante quand même pour le monde, hein. Mhm. Plutôt que d'aller d'escalade en escalade et que ça explose. Parce que justement, alors, Poutine a dit de toute façon aussi hier dans ce congrès de Valdai que de toute façon, l'escalade vers une guerre mondiale, il n'y aura pas de gagnant en fait. Ça sera la destruction du monde et que ce n'est dans l'intérêt de personne qu'on aille vers cette destruction totale. Et Mhm. ça, c'est donc on voit les positions qui sont assez importantes en fait par rapport à la guerre. C'est ça qui nous intéresse. Par contre, effectivement, ils sont pareils. Ok. Alors on va parler maintenant de la Syrie Mm. et notamment du processus de régularisation qui se passe dans le pays, qui continue. Ah. Régularisation de situation. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit, même si tu l'avais déjà fait dans l'ancien site rep? Pour la Syrie, il y a différents axes, c'est pour ça que je voulais en parler. Mhm. Les différents points importants en fait qu'on veut évoquer pour la Syrie, c'est d'une part effectivement Le processus le l'unité, le processus. processus de régularisation, de retour et de retour à la raison, je dirais, au niveau de nombreuses personnes qui avaient plus ou moins participé, soit sous contrainte, soit sous contrainte économique, soit sous contrainte répressive, soit sous contrainte, qui avaient plus ou moins participé donc à ces mouvements de stabilisation, ou même ayant eu peur, ils ont fui leurs fonctions. Ça d'une part, donc c'est un mouvement de régularisation important. Et puis là-dessus, je peux dire, il y a eu un décret de la part du président Assad aussi, un nouveau décret loi important qui amnistie en fait les personnes qui ont commis des actes de vandalisme, etc., et qui ont même pris des armes et qui ont participé aux déstabilisations sans avoir tué des personnes. Mais ça, c'est quelque chose d'important, en fait, cette amnistie, et que il régularise ces gens, ils peuvent revenir justement et revivre leur vie normale. Donc, cette amnistie est très importante. Beaucoup de personnes qui étaient cachées, qui avaient peur d'être arrêtées, qui avaient raconté des propos contre la Syrie, qui avaient même participé à certains égards à des manifestations, à des déstabilisations, etc. Bon, aujourd'hui, ils se retrouvent complètement amnistiés et régularisés à condition ils peuvent reprendre leur vie normale dans le reste de citoyens, dans le respect de la loi. Et ceux qui ont abandonné leur travail administratifs ou qui étaient des fonctionnaires, ils doivent reprendre leurs fonctions. Ceux qui avaient fui
l'armée et qui avaient fui le service militaire aussi peuvent rejoindre l'armée et refaire leur service maintenant, etc. Donc, ceux qui veulent, ça c'est important. Et donc, il y a une régularisation. Ils ont de nouveaux papiers. Les gens qui sont nés à l'extérieur aussi, parce que quand même la guerre, ça fait 12 ans qu'elle dure. Les enfants qui sont nés, bon, ben, il y a quand même des papiers à leur faire, etc. Les parents, donc tout ceci ça a été fait à plusieurs reprises, donc dans le nord de la Syrie, du côté de Hasakeh, du côté de Mayadine, du côté de Boukamal, du côté de maintenant même dans les territoires libérés du gouvernorat d'Idlib, à Khan Sheikhoun, il y a des centres de régularisation. À Ma'arret Na'man, il y a des centres de régularisation. Donc dans les différents lieux du gouvernorat d'Idlib. Et là, c'est dans les différents lieux de la Routa de l'Est, donc dans la banlieue de Damas, dans la Routa, aussi une régularisation importante. Beaucoup de personnes rejoignent l'armée, beaucoup de personnes rejoignent leur vie normale, je dirais, et ils sont ravis quand on les voit parler à la télé. Ils disent quand même, on a eu des années de vie terribles, quoi, soit sous la férule des islamistes qui les maltraitent, soit sous la férule des Turcs, etc. Donc, de Alors, l'occupant, en fait. parallèlement à Hein. ça, donc il y a un processus de reconstruction également qui s'opère. Alors, voilà aussi, donc le processus de reconstruction, on a vu le président Assad aller visiter une centrale de production de gaz dans le sud de Damas, qui était donc complètement réparée avec les mains de ses ouvriers. Donc, il a aussi rendu visite à une centrale de production d'électricité aussi du côté de Hama, donc dans la région du centre. On en a vu d'autres aussi dans la région d'Alep aussi. Donc, et ça, c'est dans son discours, il dit, on espère que l'année prochaine, nous aurons moins de problèmes au niveau de l'énergie, parce qu'il faut quand même rappeler que les Américains continuent à piller notre pétrole et à piller aussi notre blé. Et en fait, que le pétrole syrien aussi, il servait à faire fonctionner, à faire tourner toutes ces usines de production d'énergie et de distribution. Mais donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en Syrie, on vit dans l'obscurité la moitié du temps, et puis l'industrie reprend, mais doucement, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure nécessaire, il n'y a pas suffisamment d'énergie pour que l'industrie puisse démarrer à plein tube, disons. Alors qu'il y a effectivement, les marchés sont là, en fait. Donc, la Syrie participe aussi à différents salons d'exposition du fabriqué en Syrie. Donc, que ce soit les produits vestimentaires, en fait, les tissus, même les produits de l'industrie agroalimentaire. Donc tout ça, la Syrie participe à ces salons et d'ailleurs là, je voudrais évoquer la participation spéciale au salon de l'île de Kitch qui est en Iran, une participation spéciale des industriels syriens. Et ils sont plutôt contents et on peut dire qu'il y a une grande complémentarité entre l'industrie syrienne et l'industrie iranienne et irakienne aussi, donc, parce que la Syrie a participé à plusieurs salons en Irak aussi. Donc, c'est important de voir ça et c'est important de voir que les conditions de l'infrastructure s'améliorent peu à peu
malgré l'embargo, à l'ombre de l'embargo américain, avec la main de nos ouvriers, de nos techniciens et de nos ingénieurs. Et ça c'est un bon présage pour l'avenir syrien. Deuxième point, Troisième c'est point, le retour, effectivement. troisième point, c'est le retour des réfugiés. Le retour justement des réfugiés, donc d'une main-d'œuvre spécialisée syrienne qui a quitté le pays parce que à cause de la peur des terroristes, qui a quitté pour X raisons, même aussi pour des raisons économiques, pour pouvoir gagner leur vie, puisque la vie économique s'est effondrée en Syrie, il faut le dire, dans ces 10 dernières années, dans ces 10 années à cause non seulement de l'infrastructure qui a été détruite, mais aussi à cause du manque de sécurité, puisqu'il y avait les terroristes un peu partout, il y avait des attaques, des missiles, des machins, etc. Et maintenant que la sécurité règne dans une très grande partie du pays, en dehors de la région nord d'Idlib et le nord-est de la Syrie, où règnent les, euh, les, euh, les hordes terroristes de Qassad et El Jolani et Jeunes de Cham et Turkestan, etc. Voilà, là on commence à pouvoir fonctionner, mais aussi le fait qu'il y ait des forces alliées, des amis, qui continuent à soutenir la Syrie et qui n'ont plus peur, entre guillemets, des sanctions américaines, puisque maintenant, les Américains, ils appliquent tellement de sanctions à droite, à gauche, que tous les pays du monde sont sous sanctions, pratiquement. Euh, donc, voilà, ce qui leur donne beaucoup moins d'importance et ça donne aussi les États-Unis ont moins le poids dans l'économie mondiale puisqu'il y a un marché parallèle, je dirais, qui est mis en place par la Russie, la Chine, l'Iran, l'Inde, qui ne se base pas du tout sur sur le dollar et qui est indépendant du dollar et qui continue aussi à fonctionner, qui a créé son propre logiciel parallèle au logiciel SWIFT pour l'échange et qui, en fait, ces pays, ils peuvent échanger aussi bien en monnaie locale qu'en monnaie différente, en yuan ou en rouble. Donc là, c'est très important aussi à voir ce revirement, je dirais, et c'est ce saut qualitatif au niveau du monde, en fait, de la qualité, de l'indépendance par rapport aux Américains qui continuent à se penser le dirigeant du monde et le monopole, et qui ont le monopole de la structure, de la direction mondiale. Voilà. Aïssa Midani, merci beaucoup pour la réponse à mes questions, les réponses et tes analyses et les nombreuses informations que tu Merci. nous apportes toutes les deux Merci semaines. beaucoup. Donc Oui, je rappelle merci bien. que tu es en direct depuis Damas pour cette interview. Et Ouais. donc je te dis à dans 2 semaines et à tous les internautes, merci pour encore une fois pour votre fidélité et pour les commentaires que vous laissez Merci beaucoup. sous la vidéo. Moi, j'ai une info à Oui, ajouter bien et sûr, qui est vas-y, très importante. En fait, je moi, je t'écoute. voudrais féliciter Dr Najah Al-Attar, qui est la vice-présidente de la Syrie depuis 20 ans. Et même depuis plus, elle était vice-présidente aussi au temps de Hafez al-Assad. Et hier, le président Assad lui a donné la médaille d'honneur de la Syrie des Omeyyades. Donc, je voudrais la saluer et je voudrais dire quand même que c'est une dame qui est une très grande dame et qui a vraiment marqué d'un saut très, très important la Syrie, la culture en Syrie, et qui a marqué une étape
et une évolution très importante au niveau de la. On n'est pas seulement au niveau de la culture, au niveau de l'enseignement, au niveau de la pensée syrienne et des œuvres, je dirais, de l'encouragement des œuvres à la fois culturelles, quel que soit le domaine. Elle était à l'origine de la création de la Maison de l'Opéra à Damas, elle était à l'origine de la création aussi de l'école de musique et de beaucoup de choses, de la protection même aussi du patrimoine culturel et des monuments syriens. Donc, D'accord. je voudrais lui rendre hommage et puis que tout le monde sache qu'elle a eu cette grande médaille euh, dans un, dans une fête très intime, je dirais. Et voilà, Ok. Eh bien, merci, merci merveilleuse. à toi. Et puis, je te donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt. Merci beaucoup à toi, à bientôt.